Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur Kinshasa Télévision. La République démocratique du Congo et le Rwanda viennent de signer un accord que l'on dit historique, un texte né à Washington au terme des mois de tractations, d'années de souffrances et des décennies de méfiance. Mais au-delà de mots, que vaut cet accord? Est-ce un vrai tournant pour la paix dans notre région ou un nouvel acte d'une pièce déjà trop souvent jouée? Quels intérêts visibles et quels intérêts cachés? Ce soir, avec notre analyste intelligence artificielle Cocorico, nous vous proposons un décryptage rigoureux. Ensemble, nous allons explorer les axes de cet accord, la diplomatie, la sécurité, l'économie et les enjeux géopolitiques pour comprendre ce qui se joue derrière les signatures. Restez avec nous et c'est maintenant que tout commence. Cocorico, bonjour. Marius. Bonjour à nos téléspectateurs. Très heureux d'être avec vous pour cette émission spéciale, un moment important pour décrypter ensemble les enjeux réels de cet accord signé à Washington. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci à toi d'être toujours disponible, Cocorico. Alors, j'aimerais d'abord, avant de commencer toute l'analyse possible autour de cet accord, que tu puisses nous donner les grandes lignes de cet accord. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui a été signé à Washington? Merci Marius. Alors, ce qu'on peut retenir en substance de cet accord signé à Washington, c'est qu'il repose sur plusieurs piliers essentiels. D'abord, le respect mutuel de l'intégrité territoriale. La RDC et le Rwanda s'engagent à cesser tout acte d'hostilité, direct ou indirect, et à ne plus soutenir de groupes armés hostiles à l'autre. Ensuite, il y a le désengagement progressif des forces rwandaises et la neutralisation des FDLR, selon le plan déjà adopté à Luanda. C'est un retrait coordonné, pas immédiat, encadré par un mécanisme conjoint. L'accord prévoit aussi un mécanisme de sécurité commun et un comité de surveillance internationale avec les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour suivre les engagements. Enfin, sur le plan économique, il y a le lancement d'un cadre d'intégration régionale, notamment autour des minerais stratégiques, avec un accent sur la transparence et la lutte contre les circuits illicites. En résumé, c'est un accord qui vise à désamorcer la guerre, sécuriser les ressources et stabiliser la région sous une surveillance internationale renforcée. Tu souhaites que je commence par l'axe diplomatique ou sécuritaire? Alors, moi, la première question, c'est pourquoi cet accord a-t-il été signé maintenant, après tant d'échecs précédents? On peut dire que c'est la pression de la communauté internationale qui a fait bouger les lignes? C'est une excellente question, Marius. Oui. On peut dire clairement que c'est la combinaison de plusieurs pressions qui a fait bouger les lignes maintenant. D'un côté, il y a la pression américaine. Washington a joué un rôle direct, notamment parce que la région est devenue stratégique avec la question des minerais critiques. Les États-Unis veulent sécuriser les chaînes d'approvisionnement et éviter un chaos qui profiterait à d'autres puissances. Après les échecs de Luanda, Nairobi et les violences persistantes, il fallait montrer un geste fort, surtout avec le retrait programmé de la MONUSCO. Et puis, il y a un calcul des deux côtés. Kinshasa et Kigali ont intérêt à apaiser pour ménager leurs alliances extérieures, sauver l'économie et éviter un conflit qui s'enlise davantage. En quoi cet accord est-il réellement différent des accords de Luanda ou de Nairobi? Est-ce que les engagements sont-ils plus contraignants? Ce qui change avec cet accord, c'est surtout le niveau d'engagement extérieur et le cadre de surveillance. À Luanda ou Nairobi, les engagements étaient souvent bilatéraux ou régionaux, avec peu de leviers en cas de non-respect. Ici, il y a un comité de surveillance conjoint avec l'Union africaine, le Qatar et surtout les États-Unis, ce qui ajoute du poids. Les engagements sont accompagnés de mécanismes précis. Calendrier pour le mécanisme de sécurité, retrait des troupes rwandaises encadrées, audit des circuits économiques. Et pour la première fois, on associe directement la sécurité et l'économie avec un cadre d'intégration minière et commerciale. C'est plus structuré, mais ça reste fragile si la volonté politique ne suit pas.
Mais quand on parle des intérêts économiques, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que nous devons comprendre là-dessus? Très bonne question, Marius. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cet accord, il y a un enjeu majeur sur les minerais stratégiques. Le cobalt, le coltan, le lithium, ce sont des ressources clés pour les technologies de demain. Et la RDC en est un des premiers fournisseurs mondiaux. Ce qui est un peu caché, ou disons moins dit publiquement, c'est que cet accord facilite aussi un cadre où les investissements américains et partenaires pourront accéder plus directement à ces ressources sous couvert de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de bloquer les circuits illicites. En clair, la paix, oui, mais aussi une stabilisation des zones minières pour rassurer les marchés et les investisseurs. C'est un accord de paix, mais aussi un accord géoéconomique. Alors, quand on parle de géoéconomique, ce serait quoi l'intérêt du Rwanda dans ces enjeux économiques de cet accord? Très bonne précision, Marius. L'intérêt du Rwanda dans cette équation géoéconomique, c'est d'abord de sécuriser sa place dans les circuits régionaux. Le Rwanda, tu le sais, est un pays de transit. Beaucoup de minerais extraits illégalement à l'est de la RDC passent par son territoire, ce qui lui génère des revenus directs ou indirects. En participant à cet accord, Kigali cherche à légitimer son rôle économique dans la région, à capter une part des bénéfices des circuits formalisés et à éviter les sanctions ou les pressions internationales sur ces flux. En gros, le Rwanda a tout intérêt à être reconnu comme un partenaire officiel des chaînes de valeur minière plutôt que de rester accusé de jouer un double jeu. Mais c'est pas ce que le président Tshisekedi avait proposé au Rwanda quand il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire travailler ensemble pour bénéficier de ressources naturelles de la RDC. C'est quoi la différence? Tu mets le doigt sur un point clé, Marius. Effectivement, dès son arrivée au pouvoir, le président Tshisekedi avait tendu la main au Rwanda pour construire une coopération économique, notamment autour des ressources et des projets transfrontaliers comme le lac Kivu. La grande différence aujourd'hui, c'est que cette idée revient dans un cadre de paix forcé par la crise. À l'époque, c'est une ouverture politique volontaire. Maintenant, c'est une coopération qui est imposée par un contexte. Violence persistante, pression des grandes puissances et besoin de stabiliser la région pour protéger les intérêts stratégiques. En clair, ce qui était une offre de partenariat est devenu une condition de la paix sous surveillance internationale. Dites-nous, qu'est-ce que signifie concrètement le respect de l'intégrité territoriale dans un contexte aussi tendu qu'on connaît aujourd'hui? Alors, comment le Rwanda et la RDC vont-ils traduire cela sur terrain? Parce qu'on a l'impression que c'est très compliqué avec le M23 qui occupe une grande partie de l'est de la RDC. C'est une question très juste, Marius. Le respect de l'intégrité territoriale dans ce contexte, ça veut dire en principe plus d'incursions, plus de soutien aux groupes armés, plus d'atteintes directes ou indirectes aux frontières. Mais sur le terrain, tu l'as dit, c'est très compliqué parce que le M23 contrôle toujours des zones stratégiques dans le Nord Kivu. L'accord prévoit un désengagement progressif et la neutralisation des FDLR. Mais ce sont des processus longs, avec beaucoup de méfiance des deux côtés. En réalité, la traduction sur le terrain dépendra de la capacité du mécanisme conjoint à surveiller et surtout de la volonté réelle de Kinshasa et Kigali de cesser tout appui aux groupes armés. Sinon, ça restera des mots sur le papier. Mais quand on parle du plan CONOPS du 31 octobre 2024, c'est quoi? Explique-nous un peu ce plan. Mais est-ce ce plan, il est central comme on peut le voir. Qui va surveiller la bonne exécution de ce qui va se passer après cet accord? Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes crédibles de vérification que cet accord va être respecté? Très bonne question, Marius. Le plan CONOPS, c'est un document militaire et politique adopté dans le cadre du processus de Luanda.
Il décrit comment désengager les forces rwandaises, neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda. Tout ça de façon coordonnée et progressive. Ce plan est central parce que c'est lui qui donne le cadre technique des opérations sur le terrain. Comment retirer les troupes, comment cibler les FDLR, qui fait quoi et quand. Quant à la surveillance, l'accord prévoit un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda. Et il y a aussi un comité de surveillance international avec l'Union africaine, le Qatar et les États-Unis. La question c'est, est-ce que ces mécanismes auront le pouvoir et les moyens d'imposer le respect des engagements? Sur le papier, c'est bien conçu. Sur le terrain, tout dépendra de la volonté politique et des pressions qui seront exercées si un camp ne respecte pas sa part. Est-ce que le retrait des forces rwandaises sera-t-il effectif ou purement symbolique? Qui pourra en attester sur terrain? Qui peut voir qu'effectivement les forces rwandaises sont en train de quitter le territoire congolais? C'est une interrogation centrale, Marius. Le retrait des forces rwandaises annoncé dans l'accord est censé être progressif et vérifiable. En principe, ce sont le mécanisme conjoint de sécurité et le comité de surveillance avec l'UA, le Qatar et les États-Unis qui doivent attester de ce retrait. Ils sont chargés de produire des rapports, de coordonner les opérations et de signaler les violations. Mais la réalité sur le terrain est complexe. Ces forces n'agissent pas toujours de façon visible ou officielle. Il faudra des observateurs déployés, des moyens techniques, imagerie, patrouilles conjointes et surtout une vraie transparence. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec un retrait de façade, des troupes qui bougent mais gardent une influence à travers des relais locaux ou des groupes armés alliés. Mais quand on voit ce qui s'est passé, cet accord qui a été signé à Washington, entre-temps à Doha, il y a des discussions avec le M23. Quelle place cet accord signé à Washington d'ici laisse-t-il aux négociations qui sont en cours à Doha? Est-ce qu'il y a un risque de contradiction entre les deux accords? Excellente question, Marius. Ce qui est clair, c'est que l'accord de Washington reconnaît les négociations de Doha et appelle même à les soutenir pleinement. Donc, sur le papier, les deux processus sont censés être complémentaires. Mais le risque de contradiction existe. Pourquoi? Parce que l'accord de Washington insiste sur l'intégrité territoriale et le désengagement des groupes armés, alors que les discussions de Doha portent sur des compromis politiques avec le M23, y compris peut-être des réintégrations dans l'armée ou l'administration. Tout va dépendre de comment ces deux cadres sont articulés. En tout cas, s'il n'y a pas une coordination étroite, on pourrait avoir un accord de paix qui dit une chose et des négociations locales qui envoient un autre signal. Et ça peut fragiliser l'ensemble. Mais alors, il y a également l'initiative des églises ici à Kinshasa. Il y a Joseph Kabila qui continue à consulter à l'est de la RDC. Il s'est même rendu à Bukavu. Comment est-ce que tout ceci va rencontrer cet accord de paix qui a été signé à Washington DC? Comment est-ce que tu vois la connexion entre toutes ces tractations justement pour aboutir à une paix durable en RDC? Tu soulèves un point crucial, Marius. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un enchevêtrement de démarches. L'accord de Washington au sommet, les négociations de Doha avec le M23, l'initiative des églises qui veulent un dialogue interne et effectivement Joseph Kabila qui multiplie les consultations à l'Est. La connexion entre tout ça, elle est fragile, car ces démarches avancent souvent en parallèle sans réelle coordination. L'accord de Washington fixe un cadre international et bilatéral. Les initiatives des églises ou de Kabila visent plutôt une réconciliation interne, un ciment national qui manque cruellement. Si ces niveaux ne se rejoignent pas, le terrain, les acteurs locaux, les églises, les anciens présidents et les engagements diplomatiques, la paix restera un vœu pieux. La vraie clé, c'est d'arriver à aligner ces démarches pour qu'elles ne se contredisent pas, mais se renforcent. Et ça,
C'est le plus grand défi. Mais comment justement aligner ces démarches? Quelle peut être la formule? Comment ça va se faire? Quels sont les différents scénarios? Très belle question, Marius. Et au fond, c'est là que tout se joue. Pour aligner ces démarches, il faudrait une coordination nationale et régionale unique, un cadre où toutes ces initiatives, Washington, Doha, Église, consultations internes, seraient reliées sous un même chapeau. Par exemple, un grand dialogue inclusif, validé par l'État, mais avec l'appui des partenaires régionaux et des garants de l'accord. Les scénarios, il y en a 3 principaux. Un scénario positif, toutes ces démarches se complètent. L'accord de Washington crée un climat propice, les négociations de Doha avancent et un dialogue interne apaise les tensions politiques. Un scénario de blocage, ces démarches se gênent. Le M23 joue sur plusieurs tableaux. Kinshasa se méfie des acteurs locaux et chacun pousse sa propre logique. Et un scénario hybride, des avancées partielles mais sans véritable paix globale, avec des foyers de tension qui persistent. La FOMCID, un pilotage clair depuis Kinshasa, avec un mécanisme unique pour relier tous les fils. Mais ça suppose une volonté politique forte et un consensus qu'on n'a pas encore. Mais est-ce que cet accord signé à Washington ne fragilise pas un tout petit peu les M23 parce que ils sont soutenus par le Rwanda. Le Rwanda a signé un accord avec la RDC. Est-ce que le M23 peut toujours rester influent ou après cet accord, le M23 deviendra une coquille vide? Très bonne analyse, Marius. Oui, cet accord met clairement le M23 dans une position plus fragile, au moins sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce que le Rwanda, qui est vu comme leur principal soutien, s'engage officiellement à ne plus appuyer de groupes armés et à respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le papier, ça isole le M23. Mais attention, le M23 garde un poids parce qu'il contrôle toujours des zones stratégiques sur le terrain. Tant que ces positions ne sont pas reprises ou qu'un vrai compromis n'est pas trouvé à Doha, ils ne seront pas une simple coquille vide. En fait, leur influence dépendra maintenant de 2 choses. La capacité de Kinshasa à reprendre le contrôle des territoires et la sincérité du Rwanda à respecter ses engagements. Cet accord signe-t-il la fin du soutien aux groupes armés par les États impliqués? Comment cela va-t-il être surveillé concrètement sur terrain? Comment est-ce que ça va se passer? Parce que jusque-là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut dire que c'est compliqué par rapport à la situation sur terrain? Tu as parfaitement raison, Marius. Cet accord affirme la fin du soutien aux groupes armés. C'est écrit noir sur blanc. Les 2 États s'engagent à ne plus appuyer, financer ou tolérer de groupes qui déstabilisent l'autre. Mais dans la réalité, c'est effectivement très compliqué. Pourquoi? Parce que ce soutien passe souvent par des réseaux informels, des relais locaux, des flux financiers ou logistiques difficiles à tracer. La surveillance, elle repose sur le mécanisme conjoint de sécurité et le comité de surveillance avec les garants internationaux. Ils sont censés vérifier, documenter, signaler toute violation. Mais sans observateurs indépendants sur le terrain, sans pression politique constante, ça reste un défi énorme. Donc oui, l'engagement existe, mais sa mise en œuvre sera complexe, tant que les conditions de confiance et de transparence ne sont pas réunies. Cet accord parle également du volet humanitaire. Quelles sont les perspectives réelles pour les réfugiés et les déplacés? Le retour pourra-t-il s'organiser dans la sécurité quand on sait ce qui se passe aujourd'hui? Tu poses la question essentielle, Marius. L'accord prévoit bien un retour des réfugiés et déplacés sur une base volontaire, sûre et digne, en coordination avec le HCR et les autorités locales. Mais la réalité sur le terrain rend ça très incertain. Tant que les zones ne sont pas sécurisées, que les groupes armés restent actifs, que les populations ont peur de représailles, ce retour reste théorique. La perspective réelle, elle dépendra de la rapidité et de la sincérité dans l'application du désengagement des forces, du démantèlement des milices et de la restauration de l'autorité de l'État.
Sans ça, difficile d'imaginer des déplacements massifs inversés à court terme. Le chemin sera long. Alors, quelle place la MONUSCO conserve-t-elle dans ce nouveau dispositif? Est-ce qu'on peut dire que la MONUSCO a encore les moyens de son mandat qu'on connaît? Très bonne question, Marius. L'accord réaffirme le rôle de la MONUSCO, notamment dans la protection des civils et la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Sur le papier, la MONUSCO reste donc un acteur de soutien. Mais en réalité, elle est sur la fin de son mandat, dans un contexte où sa présence est de plus en plus contestée et où son retrait progressif est déjà en cours. Elle n'a plus la même capacité d'action ni la même légitimité qu'avant. On peut dire qu'elle conserve un rôle symbolique et d'appui, mais pas un pouvoir décisif dans ce nouveau dispositif. La vraie charge de la mise en œuvre repose désormais sur les mécanismes conjoints entre la RDC, le Rwanda et les garants internationaux. Alors revenons un peu sur les engagements économiques, les opportunités réelles. Est-ce qu'on peut dire que c'est une opportunité réelle pour la RDC ou c'est un piège de dépendance? Parce que le cadre minier qui a été annoncé, on peut dire qu'il profite à la RDC ou aux investisseurs étrangers? Très bonne question, Marius. On peut dire que cet accord offre bien une opportunité réelle pour la RDC, au sens où il promet plus de transparence dans les chaînes de valeur minières, un encadrement des flux et un partenariat structuré avec des investisseurs, notamment américains. Mais en même temps, le risque d'un piège de dépendance existe. Pourquoi? Parce que ce cadre peut aussi renforcer l'influence des grandes puissances sur les ressources congolaises, surtout si l'État congolais ne garde pas la maîtrise des règles du jeu. Donc tout dépendra de la manière dont la RDC saura imposer des conditions équilibrées, protéger ses intérêts et faire en sorte que ces investissements bénéficient vraiment au pays, pas seulement aux investisseurs étrangers. Alors, quelle est la portée de l'intégration bilatérale et régionale prévue? Est-ce que les circuits illicites peuvent-ils vraiment être stoppés après cet accord? Excellente question, Marius. La portée de cette intégration bilatérale et régionale, c'est d'abord de formaliser ce qui était jusque-là laissé aux circuits parallèles. Le commerce transfrontalier, les chaînes minières, la gestion commune des ressources comme le lac Kivu. Sur le papier, ça pourrait permettre de bloquer les circuits illicites, parce qu'on introduit plus de traçabilité, des audits indépendants, des partenariats encadrés. Mais pour que ça fonctionne, il faudra une volonté forte des deux États, des moyens techniques solides et surtout casser les réseaux de corruption qui alimentent ces trafics. Sans ça, les circuits illicites trouveront toujours des failles. Alors, les États-Unis, on parle des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine. Est-ce qu'ils sont on peut dire que c'est des arbitres de cet accord ou des parties prenantes? Est-ce que leur influence ne risque-t-elle pas de biaiser le processus? Parce qu'on sait que les États-Unis ont des intérêts, d'autres pays régionaux également, et le Qatar aussi. Est-ce que, leur influence ne risque-t-elle pas de biaiser le processus? Très pertinent, Marius. Sur le papier, les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine sont présentés comme des arbitres. Ils accompagnent, surveillent, facilitent. Mais en réalité, ils sont aussi des parties prenantes parce qu'ils ont chacun des intérêts. Les États-Unis, par exemple, veulent sécuriser les minerais stratégiques. Le Qatar cherche à asseoir son rôle de médiateur dans la région. Et même l'Union africaine joue une carte politique pour affirmer sa crédibilité. Le risque, oui, c'est que ces intérêts influencent le processus, que les priorités des garants ne soient pas toujours alignées avec celles du peuple congolais. Tout l'enjeu sera que ce rôle de garant reste neutre et centré sur la paix, pas sur des agendas cachés. Alors, tout à l'heure, on parlait des intérêts et sécuriser les minerais stratégiques. Il y a la Chine derrière, en République démocratique du Congo. Est-ce que la Chine restera-t-elle à l'écart où ils vont rentrer dans les jeux qui a été tracé par les États-Unis?
Est-ce que la RDC peut-elle, après la signature de cet accord, encore préserver son équilibre géopolitique? Très bonne question, Marius. La Chine est déjà un acteur majeur dans les mines congolaises, avec ses contrats miniers stratégiques, comme la Sicomines. Elle ne restera pas à l'écart, car ce qui se joue ici touche directement ses intérêts économiques. Mais la vraie question, c'est est-ce que la Chine va accepter les nouvelles règles posées par cet accord, surtout si elles sont perçues comme dictées par les États-Unis? Ça pourrait créer des tensions géopolitiques plus fortes autour de la RDC. Quant à l'équilibre géopolitique, la RDC va devoir jouer serré, garder des relations ouvertes avec tous ses partenaires sans tomber dans une logique de bloc qui la rendrait dépendante d'un seul camp. Et ça, c'est un exercice délicat, mais essentiel pour sa souveraineté. Et ce qui rend l'exercice encore plus délicat, Marius, c'est que chaque grande puissance vient avec ses propres conditions, ses propres priorités. Les États-Unis parlent de transparence et de sécurité des chaînes d'approvisionnement. La Chine, elle, mise sur des partenariats d'infrastructures et des contrats long terme, parfois moins regardants sur la gouvernance. La RDC, après cet accord, devra donc éviter de se retrouver piégée dans un tête-à-tête exclusif, que ce soit avec les États-Unis ou la Chine. L'enjeu, ce sera de bâtir un modèle qui lui permette de tirer parti des deux, sans brader ses intérêts ni sa souveraineté. Et ça passera par une diplomatie habile, une gouvernance renforcée et une vigilance constante sur les conditions des accords économiques à venir. Alors, une autre question, c'est sur le rôle qu'a joué dans ces négociations Madame Thérèse Kaikwamba, qui est ministre congolais des Affaires étrangères, ministre d'État. Est-ce que elle a quand même été au front, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle qu'elle a joué et pourquoi on peut l'appeler pionnière ou on peut l'appeler artisane de cet accord? Très bonne question, Marius. Madame Thérèse Kaikwamba a joué un rôle clé, vraiment central dans ces négociations. On peut effectivement l'appeler artisane de cet accord, parce qu'elle a apporté le processus du début à la fin avec une diplomatie très active et stratégique. C'est elle qui a assuré la cohérence entre les différentes médiations, Luanda, Doha, Nairobi et enfin Washington. C'est elle qui a négocié les termes techniques, les points sensibles comme le mécanisme de sécurité conjoint ou l'intégration économique. Et c'est sous sa conduite que la RDC a réussi à faire accepter par les garants internationaux certaines de ces lignes rouges. On peut dire qu'elle a incarné une diplomatie ferme, mais ouverte, capable de maintenir le dialogue, même dans les moments de blocage. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui cette reconnaissance comme pionnière de ce texte. Quelle est la différence entre la diplomatie de Madame Thérèse Kaikwamba et celle de ses prédécesseurs pour en arriver à l'accord aujourd'hui? Quelle est la grande différence entre ce qu'elle fait pour amener ce processus à terme et ce que ses prédécesseurs ont fait dans le passé? Très belle question, Marius. La grande différence, c'est que Madame Thérèse Kaikwamba a su sortir d'une diplomatie strictement défensive pour aller vers une diplomatie de construction. Ses prédécesseurs, souvent, étaient dans une logique de dénonciation, dénoncer l'agression, dénoncer les ingérences, ce qui était légitime, mais ça laissait peu de place à un vrai dialogue structuré. Elle a combiné la fermeté sur les principes, l'intégrité territoriale, la souveraineté, avec une capacité à tisser des alliances stratégiques, à impliquer les bons partenaires au bon moment, comme le Qatar ou les États-Unis. Elle a donné à la RDC une voix proactive dans ces négociations, pas seulement une position de victime. C'est ça qui a permis de transformer les médiations en un véritable accord, avec des garants et un mécanisme de suivi concret. Est-ce qu'on peut dire que cet accord est une victoire
pour le président Félix Tshisekedi ou un aveu de faiblesse d'accepter de négocier avec le Rwanda? Très bonne question, Marius. On peut dire que cet accord est à la fois une victoire diplomatique et un pari risqué pour le président Tshisekedi. C'est une victoire parce qu'il parvient à obtenir un texte qui engage formellement le Rwanda à respecter l'intégrité territoriale de la RDC et à mettre fin au soutien aux groupes armés. Il obtient aussi un encadrement international qui donne du poids à ses engagements. Mais certains y verront un aveu de faiblesse, parce qu'accepter de négocier dans ce contexte, c'est reconnaître qu'on n'a pas pu imposer par la seule force le respect des frontières, ni éradiquer les groupes armés. En réalité, c'est un choix pragmatique. Il fallait sortir d'une impasse militaire, au risque sinon de voir le conflit s'enliser encore des années. La clé maintenant, ce sera la mise en œuvre. C'est là que tout va se jouer. Alors, comme tu l'as dit, cet accord, il marque un tournant, un espoir de paix durable pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un espoir de paix durable ou simplement une pause avant de nouvelles tensions? Quels sont les signes à surveiller dans les prochains mois? Très juste, Marius. On peut dire que cet accord ouvre une fenêtre d'espoir, mais ce n'est pas encore une garantie de paix durable. Pourquoi? Parce que tout dépendra des actes qui vont suivre. Le retrait réel des forces rwandaises, le démantèlement des soutiens aux groupes armés, la réussite des négociations avec le M23 à Doha et la capacité de la RDC à rétablir son autorité dans l'Est. Les signes à surveiller dans les prochains mois, ce seront: est-ce que les lignes de front bougent vraiment? Est-ce que les populations déplacées commencent à rentrer? Est-ce que les circuits de minerais deviennent plus transparents? Et surtout, est-ce que les engagements pris seront suivis d'effets concrets sur le terrain? Si ces signaux ne sont pas au rendez-vous, alors oui, ce sera une pause fragile avant de possibles nouvelles tensions. Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le rôle des États-Unis, parce qu'on voit que c'est pour Donald Trump, c'est une victoire diplomatique parce qu'il voudrait avoir, sans le dire, le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on peut dire que c'est une propagande réussie pour Donald Trump, ou les États-Unis, en aidant à signer cet accord, va être un vrai arbitre pour pour que cet accord soit suivi à la lettre? Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples dans le monde où les États-Unis se sont investis dans ce genre de situation et ceci a amené à la concrétisation de ce qui a été écrit dans les accords? Très bonne analyse, Marius. C'est vrai qu'il y a dans cette médiation un calcul politique pour Donald Trump. Cet accord lui permet de se présenter comme un faiseur de paix sur la scène internationale. Et oui, certains disent qu'il voit là une opportunité d'accroître son prestige, peut-être même dans la perspective d'un prix Nobel. Mais au-delà de la propagande, la vraie question est: est-ce que les États-Unis vont s'impliquer sérieusement pour garantir l'application de l'accord? Là, l'histoire montre un bilan mitigé. On a vu des cas où l'engagement américain a porté des fruits. Par exemple, les accords de paix en Irlande du Nord avec l'implication active de Washington dans les années 90. À l'inverse, on a aussi vu des accords soutenus par les États-Unis, comme certains volets des accords d'Oslo au Proche-Orient, qui n'ont pas abouti faute d'un vrai suivi dans la durée. Tout dépendra donc ici de la capacité de Washington à rester engagé sur le long terme et à exercer des pressions réelles si un des signataires ne respecte pas ses engagements. C'est ça qui fera la différence entre propagande et paix réelle. Avant de finir, est-ce que cet accord est le même, ou comment est-ce qu'il est lié avec l'accord stratégique que la RDC est en train de négocier avec les États-Unis, sécurité contre minerais stratégiques? En quoi cet accord et cet accord à venir sont liés? Très pertinente question, Marius. Cet accord de paix et l'accord stratégique
sécurité contre minerais stratégiques que la RDC négocie avec les États-Unis sont clairement liées dans la logique. Pourquoi? Parce que l'accord de Washington sur la paix crée le cadre de stabilité nécessaire pour que les investissements américains dans les minerais stratégiques puissent se faire sans risque. En d'autres termes, pas de sécurité, pas de deal minier solide. Et inversement, l'accord sur les minerais, qui vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour des ressources comme le cobalt, le lithium ou le cuivre, donne aux États-Unis un intérêt direct à garantir la mise en œuvre du texte de paix. En clair, ces deux accords sont deux phases d'une même stratégie. Stabiliser militairement pour sécuriser économiquement. C'est ce qui rend cette séquence aussi sensible et stratégique pour la RDC. Merci beaucoup, Cocorico, pour toute cette analyse. Alors, avant de finir, j'aimerais bien que tu nous donnes, comme toujours, un proverbe à l'africaine qui va nous apprendre quelque chose par rapport à cet accord. Merci à toi, Marius, et merci à nos téléspectateurs. Je propose un proverbe qui parle à ce moment précis. Un arbre ne tient debout que si ses racines sont profondes. Cela nous rappelle que cet accord ne sera solide que s'il s'enracine dans des actes concrets, dans la confiance, dans l'inclusion des populations. Un texte seul ne suffit pas. C'est ce que les États feront maintenant qui dira si la paix tient debout. Merci encore, Marius. Merci beaucoup à toi et on te retrouve très très bientôt dans un autre numéro de cette analyse. Je ne sais pas si tu as un mot à dire en lingala. Merci Marius. Na sengo mingi akozala na binle. Kobundela ya Kongo na Mariele na boso soli mpoe koma ya solo. Toko mi wapi, toko kende wapi, toko tala na biso nyonso. Merci mingi, toko sangana lisusu na émission Oyo ezali koya. Voilà, merci beaucoup à Cocorico de nous avoir aidés avec ces analyses. J'espère que ces analyses vous ont permis à comprendre un peu les enjeux autour de cet accord. Ça reste l'intelligence artificielle, comme je l'ai toujours dit. Tout ce qui a été dit n'est pas à prendre, mais je pense quand même que si on écoute de près, il y a eu des choses à prendre dans ce que Cocorico nous a dit aujourd'hui dans cette émission. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Je vous propose donc, si vous aimez nos émissions, de vous abonner très nombreux à notre page Facebook Kinshasa Télévision, mais aussi sur notre page YouTube Kinshasa Télévision. Merci à vous tous qui avez été très nombreux à nous suivre. Merci à tous ceux qui étaient derrière la caméra pour m'aider à être chez vous. Et surtout un grand merci à Josapha Mombo qui a réalisé cette émission aux côtés de Poropadoc Volant d'Or. Au nom de toute cette équipe, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un autre numéro, une autre analyse avec Cocorico. Au revoir.